Bonjour à vous mes chers amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une ambiance lumineuse très particulière. Je suis éclairé à droite par le radiateur et il y a les LED derrière, c'est vraiment un tournage de vidéo totalement pété. Non, en fait, comme j'ai expliqué dans mon vlog, je vous ai tourné la première partie du récap de l'année 2020 en facecam traditionnel. Je l'ai mise en ligne ce matin, du coup vous avez pas mal regardé la vidéo, commenté, etc. Comme j'ai expliqué, en fait je voulais pas attendre trop longtemps avant de vous tourner la suite du récap. Donc là je vais vous tourner la partie 2, mais vu qu'il est actuellement 23h40, que tout le monde est au lit, surtout Laura qui est à la porte juste à côté du bureau, j'ai pas envie de la réveiller en faisant ma facecam. Et j'ai pas envie non plus de devoir parler tout doucement, etc. Donc c'est pour ça que je me suis mis ici. Donc la qualité son n'est pas ouf. La qualité visuelle n'est pas ouf non plus. La preuve, je suis flou, faudrait peut-être que ça se rallume. Ah, c'est vraiment la merde là par contre. Je me rends compte, je suis pas lumineux du tout. Et si je me mets comme ça, c'est pas mieux? Ouais, c'est un petit peu mieux. Du coup, j'ai imprimé avec moi ma petite liste des choses qui se sont passées cette année et je vais vous lister comme ça les mois qui suivent janvier, février, mars. Parce qu'en fait, la première partie de la vidéo, non, c'est juste pas possible de filmer dans ces conditions là par contre. Qu'est-ce qui se passe? Si j'allume la lumière, voilà, c'est beaucoup mieux. Et si j'éteins ça, voilà, c'est beaucoup mieux. Excusez-moi pour cette intro, j'essaie de trouver la bonne lumière et tout ça, mais là en fait en allumant cette lumière ça va. Donc la première partie du récap, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir avant de regarder cette vidéo, concernait janvier, février et mars 2020. Et maintenant on va suivre sur les mois qui suivent. Donc j'ai pris note, un peu comme ça à l'arrache, je me suis noté des points importants à aborder avec vous pour pouvoir du coup faire ce petit récap. Donc c'est parti, on y va. On avait terminé sur le mois de mars avec le début des streams sur Twitch que je voulais faire depuis des années. J'ai été très surpris de l'engouement qu'il y a eu derrière, du live de 10 heures que j'ai fait un live de 10 heures. J'ai été très surpris du nombre de personnes qui l'ont regardé et tout. Ça a été pour moi le début d'une belle aventure qui se continue encore aujourd'hui, au mois de décembre 2020, où je continue de faire des lives plusieurs fois par semaine et vous êtes toujours aussi nombreux, ça fait plaisir. Alors nous avons ensuite le mois d'avril 2020, donc le confinement continue, hein. Le confinement qui s'est installé fin mars continue. Et le point le plus important, le premier point que j'ai noté, c'est les tensions qui continuent. Voilà. L'année 2020 a été marquée par beaucoup de tensions, de tensions médiatiques à petit niveau, et encore, mais aussi beaucoup de tensions pour la garde alternée, etc. Ça a été assez difficile, mais au-delà de ça, il y a eu un emménagement à moitié, achat de meubles difficile. Ça a été très particulier parce qu'en fait, nous avons emménagé dans cette maison et on s'est tapé un confinement le lendemain de l'emménagement. Vraiment le lendemain de l'emménagement, hop, annonce du confinement extrêmement strict, ce qui fait que plein de choses qu'on avait commandées, genre canapé, etc., on s'est retrouvé à avoir des livraisons suspendues. On ne pouvait pas aller acheter des meubles, on ne pouvait pas aller s'équiper correctement. Genre il y a plein de trucs qu'on a dû acheter au Leclerc alors qu'on aurait pu acheter dans d'autres magasins, ça aurait coûté par exemple beaucoup moins cher. Dès qu'on voulait un truc, ouais mais est-ce que ça livre, est-ce que ça livre pas, la chambre des enfants, une étagère par-ci, une étagère par-là. Ça a été très compliqué du coup pour se meubler et tout. Maintenant, je tiens à dire qu'on a eu quand même beaucoup de chance parce que j'ai eu témoignage d'autres abonnés et même de youtubeurs qui se sont tapés aussi le confinement en plein déménagement et c'était beaucoup plus compliqué. Je pense notamment au youtubeur Mastu qui a eu le même problème, qui s'est même limite retrouvé à la rue parce que sa propriétaire voulait qu'il parte de là où il était et tous les meubles qu'il avait commandés, du coup je crois qu'à la même enseigne que moi, donc c'était chez But, genre sa cuisine, électroménager et tout ça, en fait tout a été bloqué. Trouvé dans un appart sans rien. Je trouve qu'on a quand même été assez bien lotis, même si ça n'a pas été très simple. Donc c'est vrai que ce mois d'avril a été un peu compliqué vis-à-vis de ça. Et du coup ça a provoqué, c'est ce que je notais, une sensation de pas se sentir chez soi. Je trouve que c'est important quand on emménage dans une maison de tout de suite mettre ta petite patte personnelle, ta déco, tes meubles, etc. Tu puisses te sentir chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé à partir du mois d'avril, c'est qu'en fait à chaque fois qu'on regardait un endroit on se disait ah mais il faudrait qu'on mette ça, ah c'est dommage là il n'y a pas ça, ah puis il devrait y avoir ça, etc. Et ça n'arrêtait pas. Et du coup c'est vrai que c'était une sensation qui faisait que moi j'ai mis beaucoup de temps à me sentir à la maison. Maintenant c'est le cas, mais au mois d'avril, un mois après l'emménagement, quasiment je ne m'y sentais toujours pas à l'aise, tu vois. Donc c'était très compliqué, c'était vraiment pas simple du tout. Il y a aussi le fait que, j'en ai déjà parlé dans la partie 1, le fait que je travaillais à la maison, redoublais d'efforts au niveau du travail. J'ai même fait, je publiais même carrément les rediffs de live Twitch sur YouTube, donc ça faisait 3 vidéos par jour. Alors ça a été le scandale du mois d'avril, 3 vidéos par jour, où certains abonnés se sont
plaints que 3 vidéos ça faisait beaucoup, même si j'estimais que vous n'étiez pas obligé de regarder, mais visiblement le fait de les publier donnait cette sensation d'obligation des abonnés de regarder et du coup de se sentir submergé par autant de contenu. J'ai eu une prise de position très tranchée là-dessus en disant non, si vous n'avez pas envie de regarder, vous regardez pas, mais je continuerai de publier 3 vidéos par jour. Mais au bout d'un moment, comme je vous le dis, je me remets en question, au bout d'un moment j'écoute quand même ce qu'on me dit et je me suis dit ok, là c'est en train de prendre une ampleur pas possible, on m'embête tous les jours avec ça, je vais arrêter de faire les replays sur YouTube et puis voilà, comme ça au moins ça calmera un peu les esprits, c'est ce qui s'est passé. Surtout qu'en parallèle je suis devenu affilié et partenaire Twitch qui sont des rangs pas simples à atteindre, mais grâce à votre fidélité je les ai atteints et du coup les gens qui sont abonnés à la chaîne Twitch ont l'avantage de pouvoir avoir les replays des lives. Donc tout se liait en fait, tout s'est passé. Donc j'ai été un petit peu épaulé et aidé par Twitch vers la mesure où ils m'ont validé rapidement mon statut de partenaire, ce qui m'a permis de l'autre côté d'arrêter un peu cette gronde qui commençait à monter sur le fait que je publiais trop de vidéos. Voilà, donc c'était au mois d'avril, un mois chargé de travail et je vous le dis honnêtement aussi beaucoup de tension avec Laura dans la mesure où elle était en chômage partiel ou je sais plus comment elle était, mais elle n'a pas travaillé tout le mois d'avril et du coup j'avais quelqu'un qui était à la maison et tandis que moi je travaillais à la maison et ça c'était très compliqué parce qu'en fait quand je travaille, quand je suis dans mon élément, quand je suis sur mon ordinateur à tourner des vidéos etc, j'aime bien être dans mon monde. En fait c'est important pour moi d'être dedans, que j'ai pas de perturbations extérieures. C'est déjà difficile de travailler à la maison au niveau productivité, les gens qui travaillent à la maison peuvent le comprendre, surtout maintenant avec le télétravail, ça l'est d'autant plus quand t'as quelqu'un derrière qui vient souvent te demander ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu fais, t'en as pour combien de temps, etc. Ça a créé des tensions qui étaient quand même, je trouve normales et qui devaient être mises à plat. Donc c'est vrai que ce mois d'avril, en fait, ce début de travail à la maison avec quelqu'un qui ne l'était pas, ça a été pas simple pour Laura de comprendre mon métier et comprendre que j'ai besoin de temps, que l'argent, j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent, et de l'autre côté aussi le fait que moi je devais comprendre que c'était pas évident pour elle d'appréhender ce métier, surtout que quand on s'est connus, il n'y avait pas encore les lives et j'ai rajouté ça en fait en plus, qui fait que en effet le soir, j'étais souvent indisponible quand j'avais les enfants, parce qu'il y avait le suivi pédagogique et les écoles étaient fermées. Voilà, donc c'était pas simple pour tous les deux. Il y a aussi une remise en question constante sur plein de choses, le mode de vie, etc. C'est bon, nouvelle maison, nouveau départ, comment ça va se passer? Pas du tout la même vie que dans l'ancienne maison, pas du tout la même façon de vivre que d'il y a plusieurs années. Ça intègre les repas ensemble, ça intègre une façon de vivre tous les 7, parce que finalement on est plus 5, on est 7. Il y a maintenant un jeune de 13 ans et en plus de ça une belle maman et tout ça. Donc ça a été aussi plein de remises en question là-dessus et plein d'efforts qui ont dû être faits de tous les côtés, autant du côté de Laura qui a accepté 4 enfants quand même au lieu d'un, donc 5 enfants au lieu d'un mais 4 enfants en plus du sien, et puis moi aussi de lâcher un peu du lest, parce que le problème c'est ça, c'est que moi je suis quelqu'un qui ne veut, je ne veux plus qu'on me reproche quoi que ce soit. Voilà, j'ai vécu pendant des années à ce qu'on me reprochait le moindre fait et geste, ou qu'on servait en fait de mes erreurs ou de mes faiblesses pour pouvoir du coup m'écraser en gros, et du coup j'ai préféré partir de l'emménagement ici me dire je vais tout gérer, je vais tout faire comme j'ai toujours fait d'ailleurs, et je ne veux pas rendre des comptes et j'ai pas envie qu'on me reproche quoi que ce soit. Et c'est vrai que à cause de ça j'ai beaucoup mis Laura de côté les premiers mois de notre vie commune parce que je voulais tout gérer, c'est-à-dire qu'elle venait en disant je peux faire à manger, je dis non je m'en occupe, je fais ça, non je m'en occupe, ah tu veux que je donne la douche aux enfants, non je m'en occupe, et du coup elle arrivait pas à s'intégrer convenablement dans son rôle de belle maman et de prendre des initiatives, parce qu'elle voulait prendre des initiatives mais moi je télescopais ces initiatives parce que j'avais une peur bleue, et c'était vraiment une peur bleue, j'avais une peur bleue en fait qu'elle vienne me le reprocher. J'avais peur qu'en fait un jour je lui dise est-ce que tu peux t'occuper de ça, que ça se passe mal ou peu importe, et qu'elle revienne vers moi en disant ouais mais tu vois si j'avais su machin. Et moi c'est quelque chose que je ne supporte plus de ma vie de maintenant, c'est qu'on me reproche quelque chose alors que j'essaie justement de bien faire. En fait je veux pas qu'on me reproche quelque chose. Et c'est vrai que ce mois d'avril a été compliqué là-dessus et j'ai dû lâcher beaucoup de lest. J'ai dû laisser un peu les choses se faire confiance à Laura, je faisais confiance envers les enfants, mais faire confiance au fait que Laura n'est pas la même personne avec qui j'ai pu vivre et qu'elle n'a pas les mêmes façons de réagir ou quoi. C'est vrai que ça a été assez compliqué vis-à-vis de ça, et ça a été une remise en question sur ma façon de lâcher du lest et de me dire c'est bon, là j'ai quelqu'un qui peut m'épauler, je peux souffler un peu et je peux me permettre de déléguer un petit peu. Voilà. Ensuite nous avons panne du Q7 plus longue que prévu avec mauvaise décision du Q7 que je vous expliquerai, et les factures ont commencé à chiffrer. En effet le Q7 est tombé en panne fin mars, normalement la réparation devait se faire rapidement, finalement on est au mois de décembre, donc près de 8 mois après
c'est toujours pas réparé. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous aurez une vidéo explicative où vous comprendrez absolument tout ce qui s'est passé. J'ai fait des mauvais choix. J'ai fait des choix que je n'aurais pas dû. J'ai fait confiance à des personnes que je n'aurais pas dû. J'ai fait confiance à moi-même, j'aurais peut-être pas dû. Mais j'ai surtout écouté les gens. C'est pour ça que je me décharge un peu de ma responsabilité. Vous allez dire, ah, il assume pas ou quoi que ce soit. Mais il est vrai que quand le Q7 est tombé en panne, j'ai écouté en fait plein de personnes, que ce soit mes proches, mes parents, que ce soit des amis, que ce soit des potes à mon père mécano, que ce soit... J'ai écouté en fait tellement tout le monde. Que du coup, bah, ça n'a pas été productif du tout. J'aurais dû prendre d'autres décisions. Et je pense que le Q7 roulerait déjà depuis si ça avait été le cas. Mais ça, je vous expliquerai en vidéo dédiée pour le Q7. Mais c'est vrai que du coup, le mois d'avril a été compliqué parce que je me suis retrouvé sans voiture. Donc, je devais dépendre de la voiture de Laura qui ne travaillait pas, certes, mais c'était pas ma voiture. Donc, bon, sachez qu'en tout cas, au niveau financier, tout le long, j'ai utilisé la voiture de Laura. Donc, à partir du mois de mars, la panne du Q7, jusqu'au moment où j'ai eu la Dacia de ma mère, j'ai payé intégralement tout ce qui est gasoil. J'ai même payé la révision au garage et tout ça. J'ai assumé du coup cette auto au niveau entretien et au niveau gasoil et tout ça pendant toute cette période, etc. Que les gens pensent pas que j'ai profité de la voiture, sachant que ma mère m'avait proposé déjà depuis le début de prendre sa voiture à elle pour que je ne sois pas bloqué avec les enfants. Car la Twingo, et ça je vous en parlerai pour le mois suivant, que j'ai eu ne disposait pas des places nécessaires pour transporter tous les enfants. Mais les factures ont commencé du coup à chiffrer un petit peu. Au-delà de la facture du Q7 qui m'avait coûté 1500 balles, donc le dépannage, le machin, le calculateur et tout ça, j'ai eu d'autres surprises, des factures d'impôts, des impôts impayés d'il y a plusieurs années, qui sont revenus du coup en me disant mais oui monsieur vous étiez marié donc vous devez payer la moitié. Bah, je tombais un peu des nues parce que voilà j'étais pas forcément, je m'attendais pas forcément à payer tout ça. Des impôts, des factures périscolaires qui dataient de 1 an, 2 ans, des trucs comme ça. Enfin voilà, j'ai plein de factures qui me sont tombées dessus que j'ai dû assumer alors que je n'étais pas d'accord avec ça parce que pour moi, et j'ai entendu pendant plusieurs années le fait de dire c'est moi qui fais vivre le foyer, tu ne rapportes rien, je n'avais pas de valeur ajoutée même si c'était moi qui bossais sur tous les projets. Bref, techniquement j'ai tellement entendu ce n'est pas toi qui rapporte, c'est moi qui fais vivre le foyer, tout est à moi, tout était enfin rien n'était à moi en gros depuis plusieurs années, je ne valais rien et je n'avais le droit de rien. Que quand on vient me réclamer des factures impayées de cette période là ou des impôts impayés et tout ça, j'ai envie de dire mais c'est pas juste parce que parti comme ça, bah, j'ai rien à payer non plus vu que j'ai pas pu avoir 50% des allocations familiales, j'ai pas pu avoir 50% de ça, etc. Bah pourquoi je paye en fait? C'est ça le truc. Donc il y a eu ces petites surprises, je les ai assumées quoi qu'il en soit, mais j'ai pas trouvé ça normal et ça a commencé comme ça, une longue liste de factures à payer. Vous ne savez pas tout, je vous ai pas tout dit, parce que ça sert à rien de... Voilà, au bout d'un moment, de toute façon, ça chiffre. J'ai noté de toute façon, et ça j'y reviendrai, je pense, dans la partie 3, j'avais calculé, je suis à presque 15 000 € de factures entre les impôts, huissiers, machin, etc. En l'espace de, du coup, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, en l'espace de 6 mois, presque 15 000 balles de factures à payer. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 15 000 € presque? Allez, on va dire 12 000, parce que j'ai calculé 12 900, quelque chose comme ça. Allez, on va dire 12 000. Ça fait 2 000 € par mois d'imprévus à payer. En plus, attendez, je me refocus, en plus d'une télé qui tombe en panne, d'un séchage qui tombe en panne, d'une voiture qui tombe en panne, d'une plancha qui tombe en panne. J'ai eu tellement de choses qui sont en plus tombées en panne. Attendez, je me refocus, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment une co-plus cette vidéo. L'important c'est le contenu, c'est pas la qualité visuelle. De toute façon, il faut que je change cette caméra. Allez, encore un truc qui tombe en panne, c'est parti. Eh oh, tu peux revenir s'il te plaît? C'est bon, c'est revenu, de toute façon j'ai dû relancer. Bref, vous imaginez les frais que ça fait, sur 6 mois, ça fait presque 2 000 € par mois d'imprévu avec tout ce qui est tombé en panne, et puis tout ce qu'il a fallu racheter, un nouveau canapé, des nouveaux meubles, des nouvelles chambres. Bon, mes parents, ils ont offert le lit des garçons et tout ça, mais il y a quand même eu des trucs à payer, de toute façon, les commodes, le lit des filles, bon ça c'était un peu plus tard, mais il a fallu payer, le salon de jardin, le barbecue, des trucs en fait que t'as l'impression que c'est normal d'avoir, mais finalement quand tu achètes tout d'un coup, ça chiffre, ça fait du chiffre, ça fait vraiment du chiffre. Mais ça j'en reviendrai dans la partie 3. Nous avons ensuite le mois de mai 2020 avec un confinement qui continue mais qui est bientôt fini, donc l'espoir un peu revient du fait de se dire bon le confinement est bientôt terminé. J'ai eu avec une reprise de la vie normale pour sortir, faire les achats, se meubler, on a reçu le canapé et tout ça, les choses se sont un peu rentrées dans l'ordre et tout ça, et une sensation au mois de mai de se dire bon c'est bon, on commence vraiment à s'installer chez soi, tu vois. Quand tu vois les meubles arriver, que tu commences à avoir de moins en moins de choses, que tu te dis faudrait faire ça, bon, t'estimes que ça revient un petit peu. L'avantage de pouvoir avoir la Twingo, donc j'ai récupéré la voiture de ma grand-mère qu'elle ne roule plus. La Twingo, Titi et Toutou, qui m'a permis, mine de rien, en fin de confinement, de pouvoir sortir à l'extérieur, ne plus dépendre de la voiture de Laura quand les enfants ne sont pas là, parce que là je dépendais encore de sa voiture quand les enfants étaient là, pour emmener les enfants à l'école et tout ça. Enfin, oui, une semaine au mois de juin, mais
pouvoir les emmener, les chercher à la gare pour récupérer les enfants avec leur maman et tout ça. Mais la Twingo m'a permis de reprendre surtout Ghost and Us, m'a permis de reprendre Ghost and Us, les Urbex, de nouvelles vidéos, d'expérimenter des vidéos en extérieur, des défis, etc. Ça m'a permis vraiment de retrouver une liberté de mobilité que j'avais perdue en fait depuis la panne du Q7 et c'était, enfin si vous pouvez imaginer, mais un mois sans voiture, vraiment de pouvoir parce que Laura quand elle était occupée avec sa bagnole, je pouvais pas la prendre, tu vois, et même quand la voiture était là, j'étais mal à l'aise de lui dire est-ce que je peux t'emprunter ta voiture pour aller au Leclerc, pour aller ici, tu vois, c'est pas agréable et devoir récupérer la Twingo, du coup ça m'a vraiment enlevé un poids colossal. Et ça je vous l'avais dit en vidéo, d'une indépendance de mouvement, etc. qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc j'ai pu reprendre les essais Ghost and Us parce que j'ai récupéré du coup Ghost and Us en janvier. Ça a valu d'ailleurs des problèmes, ça je vous en parlerai après, mais j'ai récupéré Ghost and Us en janvier et j'ai voulu relancer du coup les enquêtes paranormales. J'ai testé avec Cédric Vanès, j'ai testé avec Geoffrey, j'ai testé avec Séverine, j'ai fait plusieurs essais comme ça, enquêtes avec des amis, des proches et tout ça pour voir un peu ce qui vous plaisait au niveau Ghost and Us et j'en suis venu à la conclusion que le duo Adrien et Geoffrey marche super bien, j'ai des très très bons retours sur notre duo et du coup je me suis arrêté là-dessus, donc ça a pu permettre de relancer un peu tout ça, Ghost and Us, les Ghost Hunt et tout ça, et ça fait vraiment plaisir. Il y avait toujours des tensions constantes, hein, de toute façon ça n'a pas changé, que ça soit financé, que ça soit sur des papiers comme l'histoire de je suis parti avec tous les papiers de l'entreprise, non. Ce qui s'est passé c'est que je suis parti en prenant tous mes affaires et en mettant tout dans des sacs poubelles. Ces sacs poubelles sont restés fermés pendant encore du coup 1 mois, 2 mois, le temps que je les ouvre, que je les trie, que je les scanne et que je les envoie. J'ai jamais voulu ou jamais eu l'intention de garder des papiers en otage ou quoi que ce soit. Juste que ça représentait, je crois, 300 feuilles. J'ai envoyé de façon un colis comme ça avec près de 300 documents dedans qui étaient en ma possession, que j'avais pas pris volontairement. J'ai juste pris en fait parce que tout était mélangé avec mes papiers à moi et tout ça. J'ai tout renvoyé sans plus attendre à la demande, etc. Il n'y a pas eu de prise d'otage ou quoi que ce soit. Ça c'est de l'exagération. C'est de l'exagération, il faut vraiment contextualiser les choses, important, parce que tu sors des trucs de leur contexte, et putain le bâtard il a gardé des papiers pour bloquer. Non, c'est absolument pas ça. C'est que en fait, le contexte c'est que je l'ai déménagé avec des sacs poubelles, que c'était en bordel pas possible, qu'il a fallu trier. Franchement, j'ai passé, je crois, au moins 5-6 heures à tout scanner, tout trier, tout imprimer. Donc des tensions toujours constantes sur divers sujets. Médiatiquement, ça a été extrêmement difficile, tout simplement parce qu'au mois de mai, il y a eu un fort bad buzz qui a précédé la nuit de la honte, on appelle ça la nuit de la honte, c'est comme ça que les gens l'auraient appelé du coup sur internet, qui a été assez compliqué dans la mesure où en fait les tensions sont arrivées à leur paroxysme et moi j'ai commencé à recevoir énormément de haine de la part de la mère des enfants, hein, de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'animosité surtout vis-à-vis de Ghost and Us, comme quoi j'avais volé la chaîne. Alors il faut savoir que le Ghost and Us est mon idée, que la chaîne j'en ai toujours été le propriétaire, que j'ai toujours été le seul à disposer des mots de passe et des accès et que j'ai toujours été le seul à travailler techniquement, logistiquement et intellectuellement sur cette chaîne YouTube, hormis le fait que, en effet, la mère des enfants apparaissait en vidéo et constituait du coup un personnage principal de l'émission. C'est vrai. Cependant, j'ai estimé être en droit de récupérer cette chaîne YouTube. J'ai contacté YouTube, j'ai contacté mon network pour savoir si j'étais légitimement propriétaire de cette chaîne. C'est le cas. Je vous l'ai dit, moi je fais jamais rien sans être persuadé que j'en ai le droit. Maintenant j'ai appris beaucoup de mes erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Je peux vous garantir maintenant que quand je fais quelque chose, normalement je me suis assuré que j'ai le droit de le faire. Donc j'ai récupéré cette chaîne YouTube, ça a créé beaucoup d'animosité et beaucoup de tension, parce que du coup du moment où j'ai relancé les enquêtes, je pense que ça a créé un peu de douleur de l'autre côté et ça a créé un peu d'animosité. Du coup je me suis reçu énormément de haine. Alors vous imaginez une communauté de 150 000 personnes qui vient s'attaquer à une personne qui est beaucoup plus petite. C'est pour ça que j'étais surpris que ça se passe comme ça, parce que la mère des enfants était parfaitement consciente de ce que ça faisait d'envoyer sa communauté, parce qu'elle l'avait subi elle-même il y a quelques années avec d'autres youtubeuses, tu vois. Et du coup c'est vrai que je l'ai toujours dit qu'à ce moment-là, ce bad buzz de Ghost and Us et puis tout, comme quoi j'ai volé du matériel et tout ça. Encore une fois, ce matériel, si j'avais dû le revendre, si j'avais dû le rendre, ou j'aurais été dans l'impossibilité de le garder, ou en effet légalement j'aurais dû le rendre, je l'aurais rendu. Je l'aurais rendu et puis je l'aurais racheté de mon côté ou quoi que ce soit. Donc c'était pas une volonté de voler des trucs, c'est juste qu'en fait j'ai le peu de choses que j'ai récupéré, parce que très honnêtement j'ai pas récupéré énormément de choses. Pour le peu de choses que j'ai récupéré, c'est ce dont je suis le plus fier d'avoir récupéré, ce matériel vidéo, parce que clairement je sais m'en servir, je m'en sers tous les jours, c'est un outil de travail qui est considérable et il est pas enfermé dans un placard, quoi. Il prend pas la poussière dans un placard, non.
je sais m'en servir et je m'en sers. Donc c'est vrai que tout ça a créé un bad buzz monstrueux où pendant plusieurs jours, j'ai reçu énormément de haine et je l'avoue et je l'ai avoué en vidéo, ça m'a mis un genou à terre. Moi qui suis habituellement, généralement assez, désolé ça floute encore, qui suis assez costaud vis-à-vis de ça, qui ne me laisse pas atteindre par les attaques, etc. J'ai vraiment cru que, j'ai vraiment cru à la destruction de mon business, de ma chaîne YouTube, de ma réputation, de Ghostanos, etc. Et c'est ce que j'ai expliqué au procureur de la République avec qui j'ai échangé. Je n'aurais pas dû répondre à ces stories nocturnes qui ont été tout simplement, qui ont soi-disant été provoquées par des messages que mon père a envoyés aux abonnés. Le problème, c'est qu'il faut savoir que mes parents, mes amis, Laura, mon entourage souffrait énormément de me voir attaquer comme ça. Encore aujourd'hui, Vanessa, Aurélie, Laura, etc., elles me disent putain, ça m'insupporte de voir que tu te fais insulter comme ça, tellement nous on te connaît, tu vois. Et je les manipule pas, hein, y a rien à voir avec ça, tu vois. Mais du coup, ça les a tellement fait souffrir que mon père c'est quelqu'un qui est resté un peu silencieux sur plein de choses. Mais je pense que ça n'a pas été facile pour lui parce que ça fait des années qu'il me voit souffrir, mes parents en tout cas. Ça fait des années qu'ils me voient mal, qu'ils essaient de me dire réveille-toi, réveille-toi. Et de voir comme ça mon business attaqué, ma réputation attaquée. Je suis pas parfait, j'ai fait plein de conneries, il y a plein de trucs qui vont pas dans ma vie. J'ai des casseroles, ce qui est normal, je les ai avouées, je les ai assumées. Enfin voilà, j'ai assumé une tonne de choses. Voir me faire attaquer comme ça, attaquer, et là vraiment mettre un genou à terre, avoir ma mère au téléphone et en pleurer au téléphone en disant je vais laisser tomber, c'est trop là, c'est trop merde quoi, je peux pas supporter tout ça, je fais pas le poids, c'est clairement ça, je faisais pas le poids, et etc. Cette nuit là, quoi, il y a eu mon père, en fait cette journée là, mon père a commencé à contacter du coup des abonnés sur l'autre chaîne en essayant de rétablir un peu la vérité en disant vous la connaissez pas, moi j'ai vécu à ses côtés pendant 16 ans, vous vous rendez pas compte et tout ça. Je n'en veux pas mon père parce qu'en fait je suis personne pour dire s'il avait le droit de le faire ou pas. Je comprends que ça ait pu énerver, mais au bout d'un moment il faut juste reconnaître aussi ses erreurs et ça a provoqué cette nuit où à 4h ou 3h du matin ou je sais plus quelle heure je me réveille, je regarde mon téléphone comme ça m'arrive souvent en pleine nuit pour regarder l'heure et je vois des centaines voire milliers de messages de haine, d'insultes. Enfin voilà, je vois que je perds des abonnés à vue d'œil. Je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe? Et à ce moment-là, quelques abonnés qui me soutenaient encore ont commencé à me raconter, à m'envoyer des stories et tout ça. Je voulais pas les regarder, donc du coup j'essaie de faire confiance à ces personnes-là qui disaient oui, elle a dit ça. Je suis allé en bas, Laura m'a rejoint et j'ai expliqué à Laura ce qui se passait. Elle est désabusée, hein. Vous imaginez pour Laura la vie qu'elle a eue ces derniers mois. C'est très compliqué. Et j'ai dit à Laura, je fais quoi? Soit je ne réagis pas, ça faisait déjà un moment que je réagissais plus. J'ai dit soit je réagis pas, soit je contre-attaque. J'ai décidé de contre-attaquer. Je ne sais pas si c'était la bonne solution, je ne sais pas si j'ai bien fait. Comme je l'ai dit, c'est répréhensible ce que j'ai fait. J'aurais peut-être pas dû contre-attaquer, je ne sais pas. Cependant, c'était pour moi la seule manière possible de pouvoir préserver ma dignité, mon image, ma réputation, etc. Parce que autant j'ai fait des erreurs, je les ai assumées, autant au bout d'un moment, te faire taper dessus et tout ça. Donc c'est vrai que cette nuit-là était très compliquée. Tout le monde en a beaucoup souffert. Maintenant c'est derrière, j'en suis pas fier, mais pour moi, à ce moment-là, c'était la seule solution possible pour me défendre. Je me suis défendu. En gros, voilà comment je l'ai vu. C'était un mois de mai du coup très compliqué. Très compliqué. Je vois que je suis déjà à presque 25 minutes de vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter au mois de juin. Bref, on continue pour le mois de juin. Il y a eu, suite à tout ça, un léger apaisement au mois de juin. C'est vrai qu'il y a eu un léger apaisement. Il y avait le suivi pédagogique qui était en cours depuis plusieurs semaines. C'était pas simple, hein, clairement. J'ai beau avoir vlogué en disant je fais le suivi pédagogique, etc. Il y a eu des tensions vis-à-vis de ça parce que de l'autre côté, c'était pas forcément fait. La maîtresse qui m'appelle en me disant faut vraiment être vigilant que ça soit suivi. Enfin voilà, il y a eu plein de tensions et tout ça. J'ai essayé de gérer l'équipe pédagogique, j'ai essayé de gérer le suivi pédagogique, les enfants, etc. Avec toujours cette sensation, et c'est ça qui m'embête, c'est cette sensation une semaine sur deux quand je récupère les enfants. J'ai l'impression en fait que les enfants ont perdu du temps, ou j'ai l'impression qu'ils sont pas allés au bout d'eux-mêmes, ils ont pas fait, il y a certaines fois les devoirs sont pas faits, et j'attaque pas quand je dis ça. Parce que moi-même je ne faisais pas faire les devoirs aux enfants, il y a encore un an, tu vois. Du coup, des fois c'est difficile, et c'est ce qu'on se dit souvent avec Laura, on a l'impression qu'une semaine sur deux, en fait on a perdu du temps pour leur apprentissage. On a vraiment l'impression de perdre du temps et qu'on se dit cette semaine-là où les enfants n'étaient pas là, on n'a pas pu consolider les bases, on n'a pas pu revoir avec eux ce qu'ils n'ont pas compris, on n'a pas pu... Parce que là, les enfants ont vraiment besoin d'aide au niveau scolarité, parce que j'ai été négligent pendant plusieurs années là-dessus, et c'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment au contraire
faire de vraiment accentuer le truc pour que en quelques mois ça puisse se résoudre, parce que c'est vraiment le cas, en quelques mois ça peut se résoudre. Donc il y a eu des décisions à prendre pour les enfants, la suite de la scolarité, le redoublement de l'IBI qui aurait été une grosse connerie. Je le dis sincèrement parce que ce redoublement était déjà discuté depuis plusieurs années. Et du coup, quand j'ai eu leur maman au téléphone qui a dit je pense qu'il faut faire redoubler, c'est vrai que j'étais d'accord. J'ai dit oui, je pense qu'il faut que l'IBI redouble. La maîtresse était à peu près d'accord, mais c'est le rectorat qui a mis un veto en disant non, on fait pas redoubler. Et très sincèrement, et c'est ce que je dis à l'IBI très régulièrement depuis la rentrée, ça aurait été une grosse connerie. Et je dis à l'IBI, tu vois, et ça je l'ai dit devant son maître. À l'IBI, j'ai dit devant son maître, j'ai dit tu vois l'IBI, ça te prouve que même les adultes ils peuvent se tromper. Même les adultes peuvent se tromper parce que ça aurait été une belle bêtise de te faire redoubler parce que tu nous épates. Alors pas des résultats excellents, mais compte tenu du retard qu'elle avait, elle a vraiment fait du très bon travail. Du coup, c'est pour ça qu'au mois de juin, j'avais pris la décision de faire venir une maîtresse à la maison, donc une connaissance de la famille de Laura, qui vient du coup donner des cours à Libye une fois par semaine quand il n'y a pas la garde alternée, enfin quand les enfants sont là, qui permet à Libye de rattraper ce qu'elle n'a pas compris. Ça l'a vraiment fait progresser sur plein de choses. Elle a vraiment des méthodes pédagogiques super bonnes. Et ça a donné vraiment de très bons résultats et je pense que ça a quand même beaucoup aidé. Voilà. Nous avons ensuite une remise en question sur tout ce qui est périscolaire, rentrée à venir, la route, etc. Oui, parce que je vous en ai parlé dans la première partie, j'habite à 45 minutes de l'école, ça fait de la route. Je me suis du coup posé beaucoup de questions. Pour moi, il était inenvisageable de les remettre au périscolaire, même si j'ai rien contre le périscolaire. Je n'allais pas les mettre au périscolaire jusqu'à 18h30, les ramener à la maison à 19h15, à peu près, c'est ça pour 45 minutes. Manger, dodo, quoi. Non, c'est pas possible, c'était inenvisageable. Avec le recul, est-ce que j'aurais, maintenant avec mon état d'esprit actuel, est-ce que j'aurais quand même mis les enfants au périscolaire? Non. Avec le recul, je pense que les enfants, s'ils ont envie d'aller au périscolaire, faut pas refuser. Cependant, je pense que les mettre tous les jours au périscolaire, c'est peut-être pas une bonne solution. Peut-être les mettre le lundi ou le jeudi, tu vois. Que le mardi, vu qu'il n'y a pas école le lendemain, ou alors inversement, tu vois. Mais je pense qu'en fait, tout le temps au périscolaire jusqu'à 18h30, c'était peut-être un peu trop, sachant que on avait la possibilité de les garder à la maison. On avait vraiment la possibilité de les garder à la maison. Bon, à Châtel, un peu moins, parce que j'avais vraiment beaucoup de travail. Je n'arrivais même pas à m'en sortir au niveau du travail. La preuve, je dormais, je travaillais jusqu'à 4h du matin, je me levais à 7h pour les emmener à l'école, et puis ainsi de suite. Mais je pense qu'avec le recul, j'aurais fait les choses différemment vis-à-vis du périscolaire, et c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de ne pas les mettre au périscolaire le soir. Et finalement, ça se passe très bien. Sur la route, on essaie de rendre ça rigolo, on écoute des musiques, on discute, on chante, on rigole, c'est la folie. J'essaie de rendre ce trajet de 45 minutes le matin et de 45 minutes le soir, parce qu'on s'en fout de moi. On s'en fout de l'aller-retour, ça me regarde, ok? Mais le trajet que les enfants font, on essaie de le faire de manière rigolote, de manière détendue, de manière productive. On récite des leçons des fois le matin, on fait l'alphabet et tout ça, tu vois. Donc vraiment c'était important pour moi de rendre ça en fait vachement rigolo et vachement sympa. Et je pense que j'ai réussi parce que jusqu'à maintenant les enfants ne se sont pas plaints du trajet ou quoi que ce soit. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, ça a été une petite appréhension pour la rentrée à venir et puis des questions que je me suis posées. Voilà pour le récap du coup d'avril, mai et juin. Je pensais aller jusqu'à juillet, août, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de plus de 30 minutes ou quoi que ce soit. Donc je pense que juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, je vais essayer de vous le torcher en une vidéo, une dernière partie. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu à nouveau, comme la première partie. C'est une vidéo sans langue de bois. Il y a plein de choses que je vous dis pas forcément, vous devez, de toute façon comme je vous l'ai dit dans la partie 1, voilà. S'il y a des choses que vous pensez que c'est des attaques ou quoi que ce soit, non, c'est comme je disais, comme ma mère me disait ce matin, elle me dit en fait tu fais simplement que relater ton année 2020, comme elle s'est passée. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de tergiversation ou quoi que ce soit à avoir, je relate simplement mon année 2020 et je garde pour moi beaucoup de choses, mais c'était important pour moi de mettre au clair aussi certaines petites choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouverai du coup pour la partie 3 peut-être demain, je ne sais pas trop, je ne sais pas si j'aurai le temps de la tourner ou pas. Dans tous les cas, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et puis on continue la route pour 2021, je suis pas prêt de vous lâcher de toute façon et j'espère que le bilan 2021 sera encore meilleur. Allez, salut à tous.